Vous écoutez Une enquête dans la peau, meurtre au pensionnat. Deuxième partie. Au moment de la garde à vue, on va découvrir que Mathieu, en réalité, a un antécédent judiciaire puisqu'il a été impliqué déjà dans une affaire de viol à Nîmes. Maître Francis Spinner, avocat de la famille d'Agnès. C'est un jeune homme qui a à peine 16 ans, qui repère une gamine beaucoup plus jeune que lui, qui la veille va dans la forêt préparer les liens pour l'attacher, qui va voler le godemichet de ses parents et qui va violer une gamine, non pas physiquement, mais pour faire mal, non pas pour ressentir un plaisir sexuel, mais pour faire mal et pour humilier. Le gamin est arrêté. Et le premier juge des libertés et de la détention s'inquiète du caractère particulièrement pervers de ce viol et de sa préparation méticuleuse. Et il dit, là, il y a un problème. Bien. Ce garçon est mis en détention. Et au bout de quelques mois, il va sortir de prison sur la base d'une expertise scandaleuse, d'un expert qui est d'ailleurs toujours en fonction, qui va expliquer que ce viol est dû à l'abus d'alcool et de substances toxicomaniaques et d'addiction aux jeux vidéo. La tension monte. L'inquiétude monte. Bertrand Depierre, lieutenant-colonel de gendarmerie. Tout le monde comprend que l'affaire, effectivement, devient grave. Dans l'esprit de mes gendarmes, ils comprennent petit à petit que le temps étant passé, elle sera forcément fatiguée, elle sera forcément en mauvais état. Mais tous espèrent sur le fait qu'on la retrouve vivante. Vous y compris. Moi y compris. Il est décidé d'aller perquisitionner la chambre occupée par Mathieu. Entre autres objets, est retrouvé le pantalon de Mathieu, qui était taché de sang. Ça constituera forcément un indice important pour la suite, puisque le sang se révélera être celui d'Agnès. Il y a des moments où forcément, quand on a quelqu'un en garde à vue, qu'on sait être de plus en plus un auteur de choses peu avouables, la tentation est grande de sortir de ses gonds. Pendant 24 heures, Mathieu nous baladera sans perdre la face, sans montrer la moindre émotion, restant très crédible, jusqu'à la dernière version où il évoquera le fait qu'il l'ait poussée dans un ravin avant que de la laisser, laissant imaginer que potentiellement elle était encore vivante. 56 heures après la disparition. Les derniers espoirs. Lorsque Mathieu nous donne cette dernière version, selon laquelle il l'aurait laissée après l'avoir poussée d'une falaise, le temps presse en fait pour opérer une fois de plus ses recherches sur une zone qu'il a évoquée avec une relative imprécision, et cette fois il accepte de se déplacer à proximité du site pour nous dire où il l'aurait laissée. Je prends donc la main sur cette recherche en pilotant l'hélicoptère en fonction de l'avancée de mes hommes sur le terrain. On s'aperçoit très rapidement que la forêt étant suffisamment dense, l'hélicoptère n'apporte aucun secours. Et mes militaires donc continueront seuls, reviendront une demi-heure, 3/4 d'heure après. Désabusés forcément. Je crois que là, à ce moment-là, un certain nombre d'entre eux n'espèrent plus. Ou en tout cas, la fatigue est suffisamment présente pour qu'il n'ait plus vraiment l'espoir, en tout cas pas pour ce soir. Et vous êtes dans quel état d'esprit ? Moi, je me dois montrer l'exemple. Je demande qui est volontaire, qui a des lampes,
qui est équipé, qui est prêt à y retourner. Au moment où on s'organise pour repartir sur cette dernière recherche, les parents d'Agnès avaient décidé de venir se reposer à l'hôtel. Et je les croise. Je leur annonce que dans les heures qui viennent, il se pourrait qu'on découvre le corps d'Agnès. Mon intention était de les préparer au pire, sachant que forcément ce qu'ils avaient vécu était déjà très éprouvant. Je m'entends encore le dire à 2 reprises, il se pourrait. Donc au conditionnel, c'était une façon de préparer les esprits tout en laissant une possible idée de vie de leur fille Agnès. C'est assez paradoxal finalement parce que d'un côté vous préparez les parents au pire et dans le même temps vous essayez de remotiver vos troupes en leur disant qu'il y a encore un espoir de retrouver Agnès vivante. Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Voilà, je n'ai pas le choix. C'est ce que j'ai à faire dans l'instant. Et j'aurais pu cacher les choses aux parents d'Agnès. J'aurais pu leur faire croire n'importe quoi. J'aurais pu les laisser espérer. Je commençais à intégrer l'idée que il y avait quand même beaucoup de chances qu'on la retrouve décédée. Les heures qui s'étaient écoulées me laissaient penser que de toute façon, c'était vraisemblable aussi. Donc je repars avec 18 militaires. Et très rapidement, on s'aperçoit que le terrain s'impose à nous. Ici, c'est les arbres qui sont denses. À un autre moment, c'est ce que Mathieu aura qualifié de falaise, qui s'avérera être des monceaux de pierre, comme des murs d'1 mètre de haut, où on est obligé de contourner, de faire 10 mètres à gauche, 10 mètres à droite. Et tout ça, bien qu'éclairé, mais la nuit, dans une forêt dense, l'éclairage ne nous aide qu'à voir notre chemin et où on met nos pieds. Avoir une vue d'ensemble, on ne l'a pas, c'est pas possible. Et j'entends sur ma gauche crier un de mes gendarmes que j'entends crier dans cette forêt. Donc je crie à qui peut l'entendre de stopper toute évolution. Personne ne me répond. Donc le silence s'impose pour tout le monde. Mais même ce silence, je répète à 2 fois de s'arrêter parce que personne ne répondant, ce silence est glacial. Et donc je cours sur ma gauche pour essayer de rejoindre le gendarme qui criait. Et là, je l'observe en retrait contre un arbre, en train de taper contre l'arbre. Ce gendarme était tout simplement en train de passer sa colère, ses nerfs, tout ce que vous voudrez, de sa fatigue, sur cet arbre en criant « Le salaud, il l'a fait ». La scène de crime. Une scène manifestement à laquelle personne ne s'attendait. Qu'on la retrouve agonisante, on l'avait à peu près tous compris. Qu'on la retrouve, pourquoi pas morte, on l'aurait accepté. Le fait de retrouver un corps d'une jeune fille, encore une fois de 13 ans et demi, de l'avoir personnifié un petit peu quand même pendant ces 48 heures de recherche intense, de l'avoir personnifié à travers la rencontre avec ses parents, et le fait de découvrir cette scène, est-ce que c'est qualifiable, un corps humain d'une jeune fille mutilée pour ce qu'il en reste
pour ce qu'il en restait de visible, après avoir tenté de le faire disparaître par le feu. On ne peut pas accepter de retrouver le corps d'une jeune fille dans cet état après l'action d'un autre homme, qui lui en plus était lui aussi mineur. Nous sommes 3 à rester à veiller le corps d'Agnès durant 3h30 dans cette forêt, en préservant bien évidemment le corps dans le silence absolu. 3h30, c'est long, c'est très long. Vous vous dites quoi à ce moment-là? De quoi on peut bien parler dans ces moments-là? De pas grand-chose en fait. On parle de pas grand-chose. La relève finira par arriver vers 23h30. Je quitte cette forêt. À droite, c'est Yssingeaux. Je rentre chez moi. Et à gauche, c'est le Chambon. Et au moment où je me pose cette question, je reçois un appel du papa d'Agnès, qui avait appris de la bouche du procureur la découverte. Et il me dit, je ne sais pas si on vous reverra. Et donc, je lui dis que je suis sortir de la forêt, que je suis à proximité du Chambon et que s'il le souhaite, je peux passer. Et nous avons eu forcément un échange prolongé sur beaucoup de choses. Sur ce qu'on avait vécu de dur, de difficile, l'incompréhension, la dureté des événements, voilà, beaucoup de choses. Comment se crée ce lien entre votre fils et le colonel? Ça s'est fait assez vite, le dialogue. Oui, il y a eu une empathie, que voulez-vous. Solange Marin, grand-mère d'Agnès. Il y a eu un courant qui est passé. Il y a eu cette humanité de colonel, de Pierre, qui a été touché par ce père qui était passionné de sa fille. Et cette mère aussi, qui adorait sa fille, enfin tous les deux. Il a en quelque sorte pris en charge cet amour désespéré, puisque au fil des heures qui passaient, l'amour était de plus en plus désespéré. Et l'espoir s'éteignait petit à petit. Une seconde. Le métier du colonel, ainsi que 2 ou 3 enquêteurs qui vont avec, c'est pas simple. Armel Marin, grand-père d'Agnès. Le colonel est venu avec les parents et leur a dit voilà, elle est là-bas, c'est au pied de l'arbre. Elle avait été en partie brûlée. Je vous demande de ne pas approcher parce qu'elle est très abîmée. Ils ont pleuré ensemble. Comment ne pas poursuivre de façon, quelle qu'elle soit, enfin d'une façon personnelle, une relation qui s'est instaurée de la sorte, avec autant de force, dans un moment aussi grave? Je ne sais pas si cette relation, a posteriori, après des événements dramatiques, n'est pas si fréquente que ça. Je pense que beaucoup d'enquêteurs, beaucoup de gendarmes, probablement policiers aussi, ont une relation qui dure avec la famille des victimes. Je pense qu'il y a une relation qui s'instaure tellement forte à travers ce qui a été vécu que si on y met fin, de part et d'autre, c'est une violence supplémentaire. Mathieu avouera avoir eu une pulsion. Il avouera s'être laissé aller à des actes sexuels, mais après des souffrances imposées à l'aide d'un canif. Il avouera l'avoir ligoté avec ses ficelles de yo-yo, puisque c'était un adepte du yo-yo, ce qui était déjà son cas lors de sa première affaire judiciaire.
Il avait déjà usé de ce moyen pour soumettre sa victime. Il n'y a jamais eu un récit clair, cohérent du crime. Maître Francis Spinner, avocat de la famille d'Agnès. Il a toujours menti, il a toujours minimisé, et surtout, ce qui était frappant depuis l'instruction jusqu'au deuxième procès, c'est cette espèce d'indifférence à autrui. Pour moi, le souvenir de lui, j'en ai deux qui m'ont glacé. Le premier, c'est la reconstitution. On arrive, on suit le chemin, les caméras, et on arrive à peu près sur les lieux du crime. Et à un moment donné, les deux juges lui disent « Mais alors ça s'est passé où ?» et Mathieu désigne vaguement un lieu qui n'est pas le lieu. Et là, je m'énerve un peu parce qu'on a le bois brûlé. Donc on voit bien que là où le bois est brûlé, c'est plutôt là que le crime a eu lieu. Et donc, il consent à dire que oui, c'est peut-être là. Et j'essaye à ce moment-là de lui parler en lui disant, voilà, vous avez cette maman qui est là, vous avez tué sa fille, au moins vous lui devez la vérité. Et c'est une totale indifférence. Et puis le deuxième moment où c'est en procès en appel, le président lui dit, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez poignardé Agnès ? Et il vous répond, j'ai ressenti de la jouissance. Il faut bien voir qu'il l'a massacrée, il l'a torturée. Songez que il lui a même brisé les deux fémurs. Fémur, n'est-ce pas, l'os de la cuisse, c'est l'os le plus solide du corps. Il lui a tapé dessus à coups de pied, à coups de poing, et ma petite fille, qui avait 13 ans à l'époque, 13 ans et demi, s'est battue avec lui. Un bon moment, le temps de lui enfoncer ses griffes, avec les griffes de couleur, dans les joues. D'après les médecins légistes, après, ça a dû durer au moins 30 ou 40 minutes. Une affaire qui n'aurait pas dû avoir lieu. L'affaire a démontré assez rapidement qu'il y avait eu des lacunes, des manques ou des insuffisances qui ont été en tout cas l'explication ou une explication de ce qui est arrivé. Ce qui a fait dire au papa d'Agnès que sa fille n'aurait jamais dû mourir. Ce en quoi il a probablement pas tort. Accepter dans un internat quelqu'un qui vient d'être relâché pour viol, c'est pas possible dans un internat mixte, surtout que c'est une maison ouverte. C'est pas un internat au cœur d'une ville avec une porte, 2 entrées, 2 sorties. C'est quand vous allez sur les lieux, c'est ouvert à tous les vents, avec une difficulté puisqu'à l'époque la situation n'est pas florissante du collège, donc il y a un manque de personnel qui est en réalité en sous-effectif. Donc oui, il y a un risque qui est pris par le collège. Vous mettez votre enfant là, pensionnaire, et on y met en même temps un garçon qu'on a sorti de prison après un viol aggravé. Vous ne pouvez pas vous attendre à ça. Enfin, donc, ça n'aurait pas dû arriver. On n'aurait pas dû mettre ce garçon dans un collège avec 30 pensionnaires filles à partir de 14 ans. Voilà, c'est la raison, c'est la raison essentielle, et c'est de là que tout est parti. À l'enterrement d'Agnès, il y avait un bouquet de fleurs au nom de l'établissement que le directeur avait fait déposer. Elias, ancien interne au collège Chevenol. Et je me rappelle que le père d'Agnès, avant de commencer son discours, a demandé qu'on enlève les fleurs du Chevenol. Et c'est là où je me suis dit que la famille était très remontée aussi contre l'établissement, et pas seulement contre la justice, et pas seulement contre Mathieu. C'est-à-dire qu'on remet le loup dans la bergerie.
D'autant que le suivi psychiatrique qu'il s'était engagé à faire, il ne le fera pas. On passera d'une infirmière psychiatrique du Puy-en-Velay qui ne parle pas français parce qu'elle est d'origine étrangère, ce qui est un peu gênant pour un psychiatre, à un infirmier psychiatrique, pour finir par un psychothérapeute qui n'est même pas psychothérapeute inscrit. Donc il y a toute une succession d'éléments qui font que si effectivement il y avait eu d'abord une expertise psychiatrique sérieuse, s'il y avait eu un vrai contrôle judiciaire, s'il y avait eu des conditions autres, eh bien effectivement, il n'aurait jamais été au Chambon et Agnès serait toujours vivante. Quand le lieutenant-colonel de Pierre vient à la barre de la cour d'assises, il a tout le film. C'est-à-dire qu'au départ, c'est une battue et c'est une recherche, j'allais dire banale et classique. Et puis à l'arrivée, c'est une faillite retentissante de l'institution judiciaire quand on a le sentiment que le crime était évitable. Il y a des affaires où malheureusement on se dit il y a une sorte de fatalité du malheur. Mais là, le crime aurait pu être évité. Et lui, il appartient aux forces de l'ordre, il appartient à cette chaîne pénale, et donc il se sent aussi touché par ce raté extraordinaire. Parce que c'est un raté extraordinaire. J'ai vu beaucoup de gens venir déposer à la barre de la cour d'assises, et en général, les enquêteurs sont assez professionnels, c'est-à-dire froids, détachés, même si parfois on sent qu'ils ressentent quelque chose. Et là, vous voyez arriver un grand gaillard. Le colonel de Pierre est un homme massif. On sent qu'il a vécu. Et vous sentez les fêlures dans la voix. Et cet homme a des larmes dans les yeux parce que finalement, ils y ont cru. Ils ont pensé qu'ils pourraient retrouver Agnès vivante. Ils sont eux-mêmes pères de famille, tous ces gendarmes. Et donc, oui, c'était un homme qui, à la barre de la cour d'assises, on sentait qu'à tout moment, il aurait pu craquer et pleurer. Et quand on voit son physique et son expérience, on est un peu frappé. Mais en même temps, c'est une affaire terrible. Moi, ce qui m'a marqué, c'est la violence de la part d'un adolescent à l'encontre d'une plus jeune encore que lui. La violence et la cruauté. On ne peut pas tourner la page, définitivement, c'est pas possible. Et le faut-il, encore une fois? Est-ce souhaitable, même à titre personnel? Voilà, il faut savoir assumer ce qu'on a eu à vivre, ce qu'on a eu à surmonter aussi. Et si c'était sur notre chemin, bah écoutez, c'est que ça devait y être. En 2014, Mathieu est condamné en appel par la cour d'assises du Puy-de-Dôme à la réclusion criminelle à perpétuité avec obligation de soins pour le meurtre d'Agnès Marin. L'État, lui, est condamné à verser 185 000 € d'indemnisation à la famille pour négligence fautive assimilable à une faute lourde, pour avoir placé le jeune garçon dans cet établissement mixte sans suivi approprié en dépit de ses antécédents. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Sarah Carpentier et réalisé par Sarah Carpentier et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.